Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi franchement j'ai la pêche, je suis un fou. J'enregistre ce podcast, il est 22h15. 22h15 et j'ai la pêche et je me suis dit ok, allez, je le refais, c'est parti. Alors aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de comment trouver la bonne affaire. Parce que ouais, déjà de 1, c'est moi qui décide de quoi on va parler aujourd'hui, d'accord ? Et de 2, c'est hyper important en fait. J'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent j'arrive pas à trouver sur mon secteur, comment faire, j'y arrive pas, je comprends pas comment trouver, etc. Donc c'est un bon sujet de podcast et on va le traiter ensemble. J'espère que je vais vous donner des réponses. Et c'est parti. Allez, déjà premièrement, la base des bases, il faut définir c'est quoi une bonne affaire. Parce que la bonne affaire pour moi, ça sera peut-être pas la bonne affaire pour vous. Moi, j'ai un rendement minimum auquel je ne vais pas en dessous. Et peut-être que vous, ce rendement-là, il sera moindre, vous voyez. Tout va dépendre concrètement de vos objectifs et de vos stratégies. Pourquoi vous voulez investir ? Est-ce que vous voulez faire de l'immobilier rentable et vivre maintenant ou faire de l'immobilier patrimonial. D'accord ? Déjà, ça, c'est vos objectifs principaux. Soit on cherche du cash flow, soit on cherche pas de cash flow, mais du coup on est hyper sécure, hyper volatile au niveau hyper liquide au niveau d'un bien, etc. Ensuite, il y a les stratégies. Il y a les locations longue durée, les saisonniers, les LCD, les colocs, et j'en passe. Donc, on peut être d'accord déjà sur le fait, et je pense que vous serez d'accord aussi sur ça, mais la bonne affaire, c'est minimum 10%. À 10%, en règle générale, on tourne autour de l'autofinancement. Donc, l'autofinancement, c'est quoi ? C'est en gros, vous avez un loyer de 500 euros. Et donc ça fait du 6 000 euros à l'année. Et c'est sur ces 6 000 euros là, vous pouvez rembourser la banque et payer toutes les charges. Et on arrive à zéro. Donc vous ne gagnez pas d'argent, mais il ne faut pas oublier que derrière vous capitalisez. Donc l'autofinancement au minimum. En dessous de 10%, c'est quand même assez rare qu'on s'autofinance. Donc si vous voulez être rentable et vivre vraiment, c'est pas vraiment la stratégie à adopter. Alors, je vais peser mes mots, d'accord ? Tout dépend de votre vision à long terme. Enfin, si vous voulez vivre de l'immobilier dans 15 ans, ça va le faire. Mais par contre, si vous voulez vivre dans les 5 ans qui arrivent, où on se laisse un petit peu plus de marge dans les 10 ans, va falloir quand même carburer et choper des bonnes rentabilités. En parlant de rentabilité, je vais redonner un peu le calcul du rendement brut. Alors le rendement brut, c'est pas la Bible dans l'IMO, d'accord ? Il y en a beaucoup qui l'idolâtrent. Rentabilité, nanana. La rentabilité c'est ok, mais c'est pour un premier filtre. Le plus important au final, c'est le cash flow. Le plus important, c'est l'argent qui vous reste dans votre poche, tous les mois. Alors, le rendement brut, c'est quoi ? C'est on prend le loyer que vous encaissez, vous faites x12, vous divisez par le prix d'achat total et vous faites x100. Là, vous tombez sur un pourcentage. Ce pourcentage-là doit être au minimum à 10%. Alors, comme je vous disais, le plus important, c'est quand même le cash flow. Le cash flow, c'est grâce à lui que vous allez commencer à vivre de l'immobilier si vous êtes malin, si vous chopez des bonnes affaires, etc. Le cash flow, c'est quoi ? C'est la différence entre le loyer et toutes les charges.
Alors attention, dans toutes les charges, j'entends bien même les impôts. Parce que c'est trop simple. Il y en a beaucoup qui m'annoncent des rentabilités, des cash flows de fou. Et au final, quand je lui demande ces chiffres, il commence à parler thaïlandais. Et c'est de la merde. Les impôts, c'est hyper important dans l'immobilier. On peut passer du blanc au noir juste avec les impôts. On peut passer d'une opération rentable à une opération merdique juste parce que vous n'avez pas fait de travaux, vous louez ça en nu et vous avez fait zéro travaux, vous avez une TMI à 30, etc. Et vous faites exploser au niveau des impôts. Donc, pour moi, le plus important, ça reste quand même le cash flow. Si on est sur un cash flow supérieur ou égal à zéro, alors ok, là c'est ok. On parle d'une opération qui s'autofinance et si on est à plus de zéro, c'est tout bénef, c'est cadeau, c'est dans votre poche. Vous pouvez aller faire les courses avec. Mais alors, comment on fait pour trouver ces fucking affaires rentables? Je vais vous donner quelques astuces et après je vous ferai un petit retour sur mon parcours pour vous dire comment j'ai commencé et comment j'en suis arrivé là, etc. La première astuce que je peux vous donner, et c'est quasiment la plus importante, mais une bonne affaire, ça se fait toujours à l'achat. C'est-à-dire que vous devez toujours acheter en dessous du prix du marché. Je m'explique. On va pas faire les spéculateurs à se dire ok, c'est pas grave, je l'achète là, c'est un peu plus cher, mais dans 5 ans, le prix de l'IMO ça aura monté et je vais revendre. Je vais revendre tranquille avec une plus-value. Non, ça se passe pas du tout comme ça les gars. On achète toujours en dessous du prix du marché. Et si vous voulez être vraiment malin, on achète. Alors là sur ça par contre, c'est un peu... vous allez dire que j'exagère un peu, mais moi j'arrive à choper des affaires comme ça. Mais si vous êtes vraiment malin, vous chopez des affaires qui, avec les travaux, est égal au prix moyen au mètre carré. On n'est pas au-dessus. Moi j'arrive toujours en dessous du prix moyen au mètre carré. Alors je trouve, vous allez voir dans mes autres astuces, j'arrive à cumuler plusieurs choses, etc. Mais, alors d'accord, ça se trouve pas à tous les coins de rue, ça je suis complètement d'accord. Mais par contre, quand vous chopez ces affaires-là, les gars, vous êtes dans Mario Kart et vous passez sur les comment ça s'appelle? Vous voyez les trucs où vous roulez dessus et puis ça vous booste. On va dire que c'est un boost, ok? Et ces affaires-là, c'est ça. L'astuce numéro 2, c'est de trouver le bon vendeur. Le bon vendeur, c'est quoi? C'est un vendeur qui est surendetté, qui divorce. C'est un vendeur, entre guillemets, décédé. Donc on est ici dans le cadre d'une succession, etc. Et alors, ces situations-là, ce sont des choses qui arrivent, d'accord? Et qui vont pousser le vendeur à vendre vite et souvent moins cher. Donc, ces affaires-là, elles ne restent pas énormément de temps sur le marché, normalement, sinon il y a un problème. Mais il faut être hyper réactif pour choper ces trucs-là. Hyper réactif pour choper ces affaires-là. Après, question moralité, je vous dirais, on s'en fout, clairement. Moi, clairement, je suis là pour faire de l'argent. Au final, vous rendez service, parce que vous le débarrassez d'un bien. Donc, la moralité, les gars, je vous dis ça, laissez ça dans votre poche si vous voulez faire de l'argent. Toujours dans cette astuce-là, on peut aussi, automatiquement, si on a un vendeur qui est dans une de ces situations-là, faut être agressif. Il faut faire des offres agressives. Au pire, dans tous les cas, si ça ne passe pas, vous prendrez un non. Et à ce que je sache, un non, ça n'a jamais tué personne. Donc, il faut être opportuniste. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt un outil, entre guillemets. Vous pouvez installer, vous allez sur Chrome, Safari ou j'en passe, vous avez un site qui s'appelle Castorus. Castorus, c'est tip top. En fait, c'est un outil qui permet de voir
sur diverses plateformes comme Le Bon Coin et Se Loger. J'ai plus concrètement toutes les plateformes en tête, mais je suis sûr qu'il y a Le Bon Coin et Se Loger. Et en fait, ça permet de... Castorus fait un peu l'historique des annonces qu'il y a sur Le Bon Coin et sur Se Loger. On va prendre Le Bon Coin comme exemple. Et Castorus, du coup, nous fait l'historique d'une annonce. C'est-à-dire que si vous allez sur Castorus et vous regardez dans vos secteurs, etc., vous allez voir, par exemple, il y a une annonce qui est là depuis 600 jours, qui a eu X baisse de prix. Ça, c'est quand même pas mal à savoir. Si jamais vous n'avez pas d'assises sur votre marché, si vous n'avez pas mis en place une routine et que vous découvrez un marché, bah, ça peut vous donner des idées. Donc Castorus, ça permet de voir combien de temps l'annonce est sur le marché et si y a eu des baisses de prix. Et il y a encore d'autres fonctionnalités, mais là je les ai plus en tête. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est de vous éloigner des grandes villes. Il ne faut pas s'entêter à être sur un marché hyper compliqué. Sur un marché hyper compliqué, vous êtes sur Paris, les gars, oubliez, si vous voulez être rentable, écartez-vous de Paris, allez en province, allez, il y a de la place en province. Si vous êtes à Lyon, c'est quand même compliqué de générer des bonnes, grosses rentabilités qui crachent de l'argent en plein centre de Lyon. Et écartez-vous un petit peu, il y a quand même de la demande. Alors, ça, si on s'écarte, on s'éloigne un peu des grandes villes, ça implique autre chose. Ça implique de faire une étude de marché plus. C'est-à-dire que si vous êtes focus sur Paris et que vous décidez d'aller investir à 1 heure et demie de chez vous, on se lance pas comme ça. Il y a quand même une étude de marché. L'étude de marché, je pense que ça fera l'objet d'un podcast suivant. Je vais le noter. Je vais le noter tout de suite. Hop. Étude de marché. Ok. Une autre astuce que je peux vous donner pour des personnes qui sont déjà investisseurs, ils le savent très bien, mais je pense que ce podcast sera écouté aussi par des débutants, etc. Mais travaux. Les travaux, si on veut être rentable et cracher de l'argent tous les mois, les travaux sont obligatoires. Et en plus de ça, ça a plein d'objectifs, ça a plein de bienfaits d'avoir des biens avec travaux. Déjà de 1, vous éliminez une grosse partie des gens qui sont là pour leur résidence principale, etc. Vous éliminez une partie des pseudo-investisseurs. Les pseudo-investisseurs, les gars, je vais vous la faire tout de suite. J'ai une aparté pour vous. Alors en fait, j'étais sur un bien, j'avais trouvé un bien. Un agent immobilier m'a contacté, il m'a dit ok, j'ai rentré ça, etc. C'est pas mal, tu peux venir voir. Du coup, je suis parti voir. Effectivement, c'était quand même intéressant, mais bon, au niveau du prix, on était encore un peu cher parce qu'il y avait énormément de travaux. En fait, c'était un bien c'était un ensemble de 2 maisons, mais qui sont restées inhabitées pendant pas mal d'années. Il y a eu des dépendances qui ont des agrandissements qui ont été faits dans la cuisine, etc. Sauf que les agrandissements ont mal été faits, du coup, il y a eu des infiltrations, etc., etc. Et au final, du coup, logement très humide, gros problème d'humidité, et donc il y avait de gros travaux. Il y avait un peu de toiture à retoucher, et il fallait refaire toute la toiture des agrandissements qui avaient été faits. Il fallait mettre de l'hydrofuge à l'extérieur, etc., etc. Bref, des travaux le kiff, quoi. Mais le prix d'achat était un peu trop cher. Du coup, le temps de faire mes devis travaux, parce que là on était sur des trucs quand même assez spécifiques que j'avais jamais fait, genre toiture, etc. Et j'ai attendu un peu, j'ai eu les devis de tous les mecs, de toute ma team au bout d'une semaine. Et je retourne voir l'agent. Et en fait, quand j'ai fait mes calculs, alors moi j'investis pas en dessous de 14%. J'investis pas en dessous de 14% de renta, parce que j'ai des exigences, etc. Et donc, moi, j'ai fait mes calculs en comptant un prix d'achat plus travaux qui me revenait à 14% de renta. Donc, au final, je devais acheter ces 2 maisons.
Je devais les acheter, je pense, dans les 70 000 ou 80 000. Et ils étaient affichés à plus de 125 ou 127 000. Et donc, je lui dis, je dis au mec, je dis, ok, moi je te propose autant. Et là, je vois, il commence à, genre, il me rit un peu au nez. Et il me dit, ah non, ça va pas le faire parce que entre-temps, j'ai eu une offre. Et le mec a négocié, mais il a négocié genre 10 000 boules. Je me suis dit, ok. Je dis non, mais c'est hors de question. Je vais pas m'aligner, quoi. Sinon, je passais sûrement sur une renta largement moindre. Donc, ça m'intéresse pas. Et donc, je rebondis sur ça parce que, franchement, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un afflux de pseudo-investisseurs. Là, le mec, en fait, en achetant à ce prix-là, plus les travaux, alors moi j'ai un standing, ok, j'achète pas de la merde, je fais pas de la merde, mais même en faisant les travaux minimum, t'es plus sur une opération rentable. Surtout là où j'investis, moi j'ai une stratégie à cash flow, je suis pas du tout patrimonial, alors je commence à sécuriser un peu mon portefeuille, mais mon plus gros c'est des biens qui crachent de l'argent. Et donc, c'est pas quelque chose où je me dis demain, si je revends, je vais prendre une plus-value de 70 000, 80 000. Non. Donc là, clairement, le mec, en faisant cette offre d'achat-là à moins de 10 000 boules, plus tous les travaux que j'avais eus, en sachant que les travaux, moi je travaille avec une team qui est honnête, ils sont pas là pour m'entuber, on travaille tout le temps ensemble, c'est une relation gagnant-gagnant, tu vois, ils sont pas là à vouloir m'arnaquer, à surfacturer, etc. Donc on était sur un devis juste et fiable. Donc moi quand j'ai fait les calculs avec ces 10 000 euros de réduc, laisse tomber, il a acheté une merde. Il a acheté une merde. Et donc c'est un mec que je vais retrouver dans mon astuce numéro 2, trouver le bon vendeur, parce que le mec il a fait de la merde. Et après il va dire l'immobilier ça fonctionne pas. Et ouais les gars, ça c'est... Il faut se former, on fait pas n'importe quoi dans l'immobilier quand même. Allez, je ferme parce que je commence aussi à partir là encore. Donc, les travaux. Les travaux, astuce numéro 5, les travaux. Pensez travaux, achetez travaux. Ça a d'autres avantages, déjà par rapport aux impôts, en fonction du régime fiscal que vous allez prendre. Ça vous permet de ne pas payer d'impôts pendant X années. Moi, il me reste encore 5 ans où je paye pas d'impôts. Où je paye pas d'impôts parce que j'ai fait énormément de travaux. Donc l'argent que je gagne là, en plus j'ai encore un ou deux prêts qui sont différés partiels, c'est tout bénef dans ma poche. Je mets de côté, j'emmagasine de l'argent et je retourne pour trouver des nouveaux biens, etc. Et là, l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Astuce numéro 6. L'astuce numéro 6 que je peux vous dire, c'est construisez une équipe. C'est compliqué au début pour quelqu'un qui est débutant, qui a vraiment pas de bagage dans l'immobilier, qui est là pour commencer, etc. C'est assez compliqué cette astuce. Mais après, je vais vous donner un peu comment j'ai procédé. Et vous allez voir que au fil du temps, se construire une équipe, etc., c'est hyper important parce que vous allez trouver des biens en off-market, etc., etc. Je vous donne juste un exemple, le notaire. Vous savez que le notaire, il s'occupe de tout ce qui est succession, divorce et plein de choses. Et souvent, le notaire, lui aussi, il n'y a pas que l'agent immobilier qui a des biens à vendre. Le notaire peut vendre aussi. Il a souvent des bonnes affaires qui sortent pas et qui propose uniquement à son portefeuille de clients, vous voyez. Par exemple, moi je travaille toujours, depuis que j'ai commencé, je travaille toujours avec le même notaire, même si mon notaire est plus à côté, mais en gros, je travaille toujours avec lui. Il m'a trouvé des affaires. Voilà. C'est pareil pour les agents immobiliers. Allez voir toutes les agences, vous faites connaître auprès d'eux, vous mettez en place une routine de recherche, vous lui dites « Ok, moi je cherche ça, 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 ça. Si tout rentre dans les cases, tu m'appelles, je viens visiter. » Une autre astuce que je peux vous donner, c'est d'acheter en gros. Par là, j'entends immeuble de rapport. Alors j'ai quand même envie de faire une
petite nuance. Mais là, actuellement, je vois énormément de gens qui se focus uniquement sur des immeubles de rapport parce que c'est les trucs à la mode, etc. Et je suis ok sur le fond, les immeubles de rapport, c'est ouf, c'est top. Mais par contre, il faut replacer dans la logique de l'investissement. Si vous êtes débutant, l'immeuble de rapport, enfin, alors ça, c'est vraiment mon avis à moi. Mais moi, je vois énormément de débutants qui sont là à chercher des immeubles de 6 appartes avec des divisions, des changements de destination. Waouh, 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 waouh. On se pose, les gars, tranquille. T'as jamais investi, tu vas chercher un bien à 300, 400 000 dollars. On se calme. Et en plus de ça, tu trouves pas. Tu trouves pas parce que ta recherche, elle est compliquée. Non, commencez petit. Commencez petit. Un immeuble de 2 appartes pour se faire la main. Commencez pas avec un immeuble de 6 appartes avec un seul compteur et vous devez appeler Enedis pour en faire poser 6, plus le local commercial en bas, on le switch en habitation. C'est trop compliqué pour vous. Trop compliqué pour vous. Donc commencez doucement. Un petit appart, un petit studio, un petit logement étudiant, un petit LCD, bien placé, tranquille, tranquille. Petit à petit, expérience, on se construit un bagage et après, là on commence à faire des trucs de fou. On commence à upgrade un peu ses stratégies d'investissement, ses objectifs. Et voilà. Et petit à petit, ça va le faire. Alors attention, je vous dis pas non plus d'aller de tension. Hein, on cherche vraiment à accélérer, ok. On est là pour faire de l'argent, vite, mais tranquille quand même. Et donc sur ça, ouais, au final, on est quand même d'accord que l'immeuble de rapport, c'est cool. Parce que plus tu achètes gros, moins ça te coûte. Donc entre un petit studio et acheter un immeuble de rapport, effectivement, le studio, si tu fais le rapport au mètre carré, le studio te coûtera plus cher. Mais après, on n'est pas sur les mêmes montants, etc. Bon, voilà. Bon, ça, c'était un peu les petites astuces que je pouvais vous dire. Maintenant, concrètement, je vais vous dire comment moi je fais. Et surtout, comment j'ai fait quand j'ai commencé. Parce que j'étais au début, j'étais débutant. Tout le monde a été débutant à un moment. Tout le monde a commencé à acheter un premier bien et ainsi de suite et se faire de l'expérience, etc. Donc, je vais vous donner un peu moi comment j'ai commencé. Quand j'ai commencé à rechercher sur Le Bon Coin, tout simplement. Le Bon Coin. Et encore maintenant, je recherche énormément sur Le Bon Coin. Et donc j'ai cherché sur Le Bon Coin. J'ai trouvé, c'était un ensemble. Alors sur mon premier bien, j'avais pas des exigences aussi élevées en termes de renta, mais je cherchais quand même quelque chose de rentable. Donc j'ai cherché sur Le Bon Coin quelque chose qui pouvait me correspondre et j'ai trouvé un ensemble de 2 maisons qui étaient en vente à 117 000 à la base, qui était à 117 000 et que j'ai réussi à avoir à 98 000. Attendez, je l'ai, parce que c'était mon tout premier bien, je connais les chiffres quasiment par cœur. 98 850 euros, exactement. 7 929 de frais d'agence, je m'en souviens. Et donc, le tout premier bien que j'ai cherché, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. C'était une agence immobilière qui le vendait. Et du coup, je suis parti visiter. Et c'était safe. Franchement, la vérité, c'était quelque chose d'assez safe. J'avais un peu peur du coup. J'ai cherché quelque chose quand même de sécurisant. Et du coup, je suis tombé sur deux maisons qui étaient déjà louées à 1150 euros. 1150 euros de loyer qui tombait tous les mois. Et je suis tombé. Après, je suis parti voir le banquier. Il a pris 70% des loyers et tout rentré. On était bien. Il me semble qu'on est on est à une renta de un peu plus de 11. Donc c'était une bonne affaire, que j'ai toujours d'ailleurs. Sur le premier bien, il y a toujours un peu un lien affectif, alors que il est rentable, mais c'est pas le plus rentable et c'est même le moins rentable que j'ai.
Mais il y a quand même un petit affect. C'est par là que j'ai commencé. Mais bon, à un moment, enfin, à un moment, je vais le vendre, c'est sûr. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré la machine. J'ai été sur Le Bon Coin, j'ai pris contact avec l'agence et j'ai acheté avec l'agence. Après, bah, j'ai continué mes relations avec l'agence. Je lui ai dit, écoutez, si on retrouve le même type de bien, voire plus, sur tel budget, etc., bah, on va pouvoir faire affaire encore de nouveau. Tenez-moi informé. Et je lui avais donné petite carte. Ça c'est un petit tips qui vient de tomber là tout de suite, mais ça coûte rien, les gars, ou les filles. Il n'y a pas de sexisme ici. Prenez sur, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des Vistaprint. Sur Vistaprint, ça vous coûte, je sais plus, ça vous coûte un peanut. Faites-vous des cartes où vous marquez Monsieur Dupont François, numéro de téléphone, adresse mail, investisseur. Derrière, vous pouvez marquer en plus ce que vous recherchez au minimum et vous allez écumer toutes les agences. Vous allez vous présenter. Donc ça, c'est la suite. Vous allez voir toutes les agences de votre secteur. J'ai bien dit toutes. Toutes. Donc ça va de Century 21 à Orpi, toutes les agences indépendantes, les Stéphane Plaza, toutes. Il n'y en a pas une que vous n'allez pas voir. Et vous allez vous présenter, vous prenez un petit temps, un petit 20 minutes pour vous présenter, vous dire qu'est-ce que vous faites, expliquer votre situation, ce que vous recherchez, que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez des garanties, etc. etc. Même si c'est pas vrai. Même si derrière, vous n'avez pas de backup, etc. Alors, je vous dis pas d'aller chercher, vous avez un SMIC les gars, je vous dis pas d'aller chercher des biens à 300, 400 000. Non, on reste logique sur des biens où vous êtes sûr d'être capable d'être financé. Et donc vous allez voir toutes les agences avec vos critères de sélection, vos filtres. Et donc vous allez vous faire connaître partout. Agence et notaire. Les notaires, c'est un peu plus compliqué à contacter. Mais les notaires, il faut savoir que, comme je vous l'ai donné dans une astuce de tout à l'heure, les notaires, eux aussi, ont des biens à vendre. Et souvent, ça peut être des bonnes affaires. Parce que le notaire, il s'occupe de succession, il s'occupe de divorce, de plein de choses. Donc, il a un vivier de biens qui s'actualise tout le temps. Et potentiellement, il a tout le temps de bonnes affaires. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la recherche entre guillemets physique. Maintenant vous avez les recherches sur les sites Le Bon Coin, seloger.com, particulier à particulier. Tous ces sites d'annonces, je veux que vous mettiez en place une routine de recherche. Je vais vous donner ma routine de recherche. C'est simple, mon marché, je peux vous dire il y a combien de biens à vendre aujourd'hui. Parce que tous les jours, je suis sur Le Bon Coin, j'ai mis en place des alertes. À chaque fois qu'il y a un nouveau bien qui est posté, qui rentre dans mes critères, je reçois un mail. Et des formations professionnelles, je regarde Le Bon Coin tous les jours. Donc, il y a quand même cette routine-là aussi à mettre en place. Parce que, par exemple, sur les réseaux IAD, il y a beaucoup, c'est que des indépendants. Du coup, peut-être qu'il y a un indépendant qui va réussir à choper un bien qui n'était pas dans vos contacts, etc. Donc, ça permet aussi d'éviter de perdre des biens qui pourraient être rentables, de passer à côté. Ensuite, c'est simple, hein, les gars. Visitez. Si vous visitez pas, il n'y a pas de miracle. Votre œil, à un moment, plus vous visitez, même au début, même si vous visitez pour ne pas acheter, on s'en fout. Mais plus vous visitez, plus vous vous imprégnez de cette âme, plus vous vous imprégnez de l'âme de l'investisseur, vous voyez. Visiter, ça permet de se faire l'œil, de savoir, ok, il y a ça, il n'y a pas ça, dans les autres biens que j'ai vus, c'était quand même plus sain, il y a peut-être des problèmes ici, il y a peut-être des problèmes d'humidité,
Ça permet de se faire l'œil, de se faire de l'expérience. Même si au début vous ne voulez pas acheter, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Mais je veux que vous visitiez. C'est hyper important. Ensuite, quand vous visitez, on ne vient pas les mains vides. Moi, je vous conseille, et je vous conseille même plus, d'acheter au minimum un télémètre pour faire des mesures, pour vous entraîner à prendre des mesures, etc., etc. Parce que le télémètre, c'est quand même important. Moi, je sais que j'ai créé une checklist de visite qui reprend tous mes critères de tout ce qui m'intéresse concrètement. Et en fait, dessus, pour chaque pièce, j'ai une sorte de petit plan. Et dessus, ça me permet de dessiner un croquis avec les mesures. Et comme ça, si derrière, je dois faire un remodelage, etc., en fait, ça me permet de le faire sur Cozy Casa. Cozy Casa, ça permet de faire des plans, etc., des plans d'habitation. Et de voir comment ça fait quoi comme rendu, etc., etc. Donc, allez visiter avec vos outils, etc., pour pas être comme un con, par exemple, à vouloir regarder sur les combles et il y a pas de, vous n'avez pas accès, sauf qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Voilà, on fait comment? Ensuite, on continue un peu l'histoire. Du coup, j'ai acheté ce premier bien, je me suis fait connaître de partout. J'ai visité. Il s'est passé un petit peu de temps entre mon premier achat et mon deuxième achat. Et à partir de mon deuxième achat, tout s'est accéléré. J'ai acheté presque tous les 6 mois, entre guillemets. Presque tous les 6 mois, j'ai acheté un nouveau bien. Et tout ça par la force du réseau. La force du réseau. Surtout, avec la personne à qui j'ai fait le plus d'affaires, c'était mon tout premier contact avec l'agent immobilier. Celui-là qui m'a vendu mon tout premier bien. Je lui ai acheté 3 immeubles. Et là, je suis en train de signer le 4e. Et d'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais pour vous dire que les bonnes affaires, ça existe. Et celui-là, ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou. Mes autres conseils pour trouver une affaire rentable. Mettre en place sa routine de recherche. Sur tout ça, on est OK. Visiter, on est OK. La bonne affaire, elle se crée. Elle se crée déjà de 1 par les travaux. Qui dit travaux dit sûrement négociation. Et si on revient un peu à l'astuce numéro 1, je vous ai dit qu'une affaire se fait toujours à l'achat. Une affaire se fait toujours à l'achat. Et c'est possible les gars, c'est possible parce que moi je le fais. J'arrive à trouver des affaires où il y a énormément de travaux et j'arrive à négocier le prix. Ça me paraît logique mais j'arrive à négocier le prix. Et avec la négociation et le prix des travaux, j'arrive à avoir un prix moyen au mètre carré. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible d'être dans un prix moyen au mètre carré en faisant des travaux et ne pas être au-dessus. Voilà. La bonne affaire se crée déjà de 1 par la négociation, par les travaux et par divers systèmes de division, de création de surfaces habitables. Par exemple, vous avez un grenier aménageable, vous l'aménagez, vous faites un petit studio ou je sais pas. Voilà les gars, il y a des solutions pour trouver, pour créer une bonne affaire, quelque chose qui tourne. Pour clôturer un peu ce podcast, je vais vous donner l'achat que je suis en train de faire et vous allez voir que c'est possible. Alors, je le répète, j'achète pas dans les grosses villes. Ma stratégie, c'est une stratégie à cash flow. Je suis sur des villes à entre 30 et 40 000 habitants. Donc, pour la petite histoire, pour comment j'ai fait pour trouver ce bien, on revient un peu sur l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. Avec l'ensemble de maisons avec des gros problèmes d'humidité auxquels, en gros, il m'est passé sous le nez. Donc j'étais parti visiter ça et ça faisait hyper longtemps que je recherchais un bien rentable et j'avais trouvé que celui-là. Sauf qu'il m'est passé sous le nez et comme quoi le hasard fait bien les choses parce qu'en gros un jour plus tard je reçois un appel de l'agent immobilier, donc celui-là que je vous disais qui m'a vendu pas mal de biens et en fait il me dit oui j'ai un bien qui est en vente, c'est une succession etc. Et les chiffres ont été un truc de dingue, un truc de dingue. Donc je vous explique un peu l'affaire. L'affaire, c'est là actuellement, c'est un ensemble de. Alors il y a 2 maisons et il y a un studio avec énormément de terrain en plein centre-ville et avec un bâtiment qui est vide. C'est un bâtiment vide. Tout est vide
et le studio est en impayé. Le studio est en impayé, ça fait plus d'1 an. Donc en gros, cette affaire, c'est dans le cadre d'une succession. Et ces enfants, ils n'ont jamais été initiés à l'immobilier, du coup, ils ont liquidé tout son parc. Il y a cette affaire qui est revenue sur le marché, en fait, qui avait été sous compromis, mais c'est revenu, en gros, le compromis, ils sont sortis du compromis. Et ils avaient réussi, et en fait, j'ai profité de ça, j'ai quasiment pas négocié. Ils ont réussi à faire peur aux enfants avec le locataire qui est présent mais qui paye plus. Ils ont réussi à faire peur aux enfants et donc ils ont salement négocié. Du coup, le bien est arrivé à 100 000. De retour sur le marché, il est rebasculé à 130 000. Moi, du coup, je prends mes informations et tout, et franchement, le bien, je vois un potentiel de malade. Je vois un potentiel de malade. Et en prenant toutes les infos, j'apprends que le bien était en vente à 100 000. Ni une ni deux, avec l'expérience, j'arrive à peu près chiffrer les travaux, etc. Et je me dis, putain, l'affaire, elle va pas rester longtemps, je me positionne cash. Donc, sortie de visite, je retourne à l'agence et je fais une proposition d'achat à 100 000 euros. Il y a quand même pas mal de travaux à faire, mais si j'arrive à l'exploiter comme je veux, c'est un truc de dingue. Les 2 maisons peuvent se louer 600. Donc on arrive sur 1200. On a le studio qui est en situation d'impayé, qui est loué 400. Ce studio-là, je le compte parce que je vais le faire partir. Je vais retourner le voir parce que le mec payait. Le mec payait, il n'y avait pas de problème. Mais je vais retourner voir si jamais on entamera les procédures, etc. Mais c'est pas grave. Mais on va le compter. Donc 1200 plus 400, ça fait 1600. J'ai le logement que je peux créer. Je vais pouvoir le louer 550. Donc on arrive déjà à 2150. Et je vous ai dit, en fait, sur cet ensemble, il y a un terrain immense en plein centre-ville. Et ce bien, en fait, est situé dans une rue où c'est galère pour se garer. Il n'y a pas de parking, du coup les gens doivent se garer hyper loin. Donc la stratégie, c'est que on va retirer le portail et je vais faire une allée avec, je pense, une dizaine de garages. Je vais construire une dizaine de garages et à 50 euros le garage, ça nous revient au total à 2650 euros de revenus juste avec cette opération. Ce qui nous fait là, j'ai les chiffres sous les yeux, ce qui nous fait une renta brute à 17%. Alors 17%, ça va être une de mes meilleures rentas. J'en ai une à 16 et à 17, ça va être le tip top. Mais vous voyez que c'est faisable. J'ai juste écumé le marché, il s'est passé pas mal de temps. Je suis resté focus sur mes objectifs. En fait, il y a aussi ce truc de se dire je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. Et du coup, les mecs, ils respectent plus leur stratégie, ils vont commencer à prendre une renta moindre, etc. Et c'est comme ça que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Moi non, je suis resté focus sur ma stratégie. Je veux minimum 13-14% de renta. Donc, si je trouve pas ça, j'achète pas. C'est tout. Et je suis tombé sur cette affaire. Et là, vous voyez, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai signé compromis. Je suis en recherche de financement. Qui est, franchement, je vais pas vous mentir, c'est hyper compliqué. Cette année, 2020, c'est vraiment une année merdique de fou. Je galère à trouver mon financement. Mon partenaire bancaire avec qui j'ai fait la plupart des opérations m'a clairement dit on ne te suit plus, à moins que tu mets de l'apport. Sauf que l'apport, je m'en fous. À un moment, je me doutais bien, il fallait que je mette de l'apport. Sauf que là, il m'a demandé un apport de... en gros, je devais mettre quasiment 30%, 30% d'apport sur cette opération. Donc j'ai dit next, j'ai dit c'est mort, on oublie. Donc là, je me suis remis en chasse d'un partenaire bancaire et ça fera sûrement l'objet d'un prochain podcast, ça aussi, sur l'évolution des financements bancaires. Ça commence à se compliquer et ça commence à être dur. Les dernières années, là, c'était le Far West, mais là, ça commence à se compliquer. Bon, voilà. Donc en gros, si on résume un peu, c'est faisable. Il n'y a rien d'impossible. Il faut juste définir sa stratégie, ses objectifs. Il faut être patient.
Les gars, devenir rentier dans 1 an avec un SMIC, c'est compliqué. C'est peut-être 2 personnes sur 100 qui arrivent à faire ça. Même si j'aurais voulu accélérer, j'aurais pas pu aller plus vite. Rester sur un horizon de 5 à 10 ans, je vous jure que c'est faisable. Si vous êtes focus et que vous vous concentrez vraiment sur vos objectifs et sur vos investissements, en 5 ans, vous pouvez devenir libre financièrement, on va dire. J'aime pas le terme rentier, je sais pas, j'aime pas ce terme. Le rentier, un mec avec 800 balles, le mec au chômage, il est rentier, hein. Le mec qui est au chômage est rentier, si on prend la définition. Il vit de ses rentes. C'était une petite blague au cas où. Mais en 5 ans, vous pouvez vous dégager largement plus qu'un SMIC. Ça, c'est sûr. Et je fais pas de LCD. Donc, pour vous dire quand même que même sans optimiser à fond, même sans faire de LCD, on est capable de se dégager au bout de 5 ans plus qu'un SMIC. Bon, voilà la team, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des retours, n'hésitez pas, vous me parlez sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent dans tous les cas. N'hésitez pas, j'espère que cet épisode vous a plu, vous avez quand même appris des choses. Et je vous ai montré que c'était possible et montré un peu la méthode du comment trouver des bonnes affaires. Voilà la team. Bon, comme d'hab, la petite promo, allez mettre 5 étoiles à ce podcast. Mettez des reviews si vous avez kiffé le sujet. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous faire des épisodes. En plus, là, je suis en grande forme. Du coup, là, il est 23h passé. Je vais quand même aller dormir. Quand même. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.